que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. Suite de notre épisode sur le behaviorisme. Pour cette 4e partie, nous traiterons du behaviorisme et de la pensée critique. La pensée critique est une notion utilisée en philosophie et en pédagogie pour désigner une attitude critique vis-à-vis de toute affirmation ou information, ainsi que la capacité intellectuelle qui permet de raisonner correctement, de tirer des conclusions qui ne soient pas prématurées, mais réfléchies et étayées par des arguments. Elle apporte une autonomie intellectuelle et une aptitude à prendre des décisions qui ne soient pas entachées de biais cognitifs. La plupart d'entre nous enseignons comme nous avons été enseignés, sans toujours interroger la méthode ou son efficacité. Et d'ailleurs, comment le pourrions-nous ? Comment en avoir réellement les moyens ? Franck Ramu, dans un article d'octobre 2020, fait une comparaison entre médecine et enseignement. Les médecins, les enseignants, comme tous les êtres humains, sont soumis à des biais cognitifs bien connus, qui altèrent leur capacité à évaluer leurs propres pratiques. Observation subjective, influencée par les attentes, estimation incorrecte des probabilités, biais de confirmation, mémoire sélective, non prise en compte de l'évolution spontanée, etc. Il y a également des problèmes plus épineux, comme l'impossibilité de savoir ce qui se serait passé si l'on avait procédé autrement. C'est précisément pour cette raison que l'on a mis au point des protocoles permettant d'évaluer objectivement l'effet des traitements en déjouant les multiples sources de leurre. C'est cette approche qui a pris le nom de médecine fondée sur des preuves, qui est aujourd'hui le standard incontournable de toute la médecine. Enfin presque. L'éducation fondée sur des preuves et l'application des mêmes principes à l'éducation pour les mêmes raisons. Pour Ramu, il ne suffit donc pas, en utilisant une seule méthode, de constater que les élèves auraient progressé pour se dire tranquillement que c'est une preuve de l'efficacité de la méthode. Il faudrait, pour cela, utiliser la méthode scientifique. De plus, il faudrait regarder clairement les résultats globaux, pas seulement ceux des survivants, au risque de se retrouver dans le cas du médecin qui enlèverait les morts de son étude pour en conclure que les survivants à son médicament vont mieux grâce à son traitement. Il ne s'agit donc pas ici de dire que l'approche behavioriste est bonne ou mauvaise, mais plutôt d'en étudier les limites, les défauts, pour savoir ce que l'on fait quand on l'utilise, mais aussi tout ce qu'on ne fait pas. L'utilisation de l'approche behavioriste dans l'enseignement musical pose une série de questions qu'il semble utile d'avoir en tête. Comme nous l'avons vu, l'approche behavioriste permet de développer les automatismes. Cette automatisation permet clairement de se libérer d'une grande partie de la charge attentionnelle. Elle réclame en amont une atomisation des compétences en sous-compétences, un découpage réalisé depuis la création du Conservatoire de Paris en 1795 par les nombreuses méthodes instrumentales et par des mises en situation pédagogiques proposées par l'enseignant. Créer un exercice pour développer l'agilité du petit doigt ou un autre pour aborder la question des syncopes par exemple. L'approche behavioriste organise une progression linéaire. On cherche à maîtriser la sous-compétence A avant de passer à la suivante et ainsi de suite, en espérant pouvoir reconstituer les compétences en reconstruisant le puzzle. Mais voilà, il n'est pas dit qu'une addition de sous-compétences soit si facilement reconstituable pour donner une vision cohérente, unitaire d'une compétence. En matière d'apprentissage, le tout peut ne pas être la somme des parties qui les composent. Savoir jouer 2 notes détachées à l'archet, savoir jouer une croche suivie d'une noire, savoir démancher du la ou mi, savoir lire la musique, ne veut absolument pas dire qu'on saura jouer un morceau constitué de tous ces éléments, et encore moins qu'on saura réinvestir ce qu'on a appris face à des problèmes nouveaux, du nouveau répertoire, une autre esthétique, un cadre différent. La vision linéaire de la pédagogie par compétences pose aussi un autre problème, majeur également. En ayant des passages obligés, on postule que la compétence B ne peut être envisagée avant la maîtrise de la compétence A. Cette vision est parfaitement arbitraire et potentiellement sclérosante pour certains élèves. Un élève qui aura peut-être des facilités et de la motivation pour travailler la lecture de la musique réussira facilement là où un autre n'aura aucune motivation pour le faire et ne progressera pas. En exigeant que cette compétence soit maîtrisée, même un minimum, avant d'autoriser l'élève à explorer une autre compétence, c'est l'assigner à l'échec. De même, si la page 72 de la méthode coince, cela ne veut pas dire que la page 95 ne pourrait pas être maîtrisée. Mais si l'élève est enfermé dans son échec, page 72, aucune chance de le voir un jour aborder la compétence traitée page 95. Si on représentait les compétences qu'on doit développer pour pratiquer la musique, le schéma ne ressemblerait pas à ceci, mais bien plutôt à cela.
Autre souci, on l'a vu, c'est l'inadéquation entre l'approche behavioriste et le développement de certaines compétences de haut niveau dans la taxonomie de Bloom. Adopter une approche seulement behavioriste, c'est repousser au calendes le travail de compétences indispensable à la formation d'un musicien compétent. L'approche behavioriste, parce qu'elle repose sur le renforcement positif ou négatif, favorise très souvent une absence d'auto-évaluation. Combien d'élèves se tournent vers leur prof pour savoir quel va être son retour à la phrase musicale qu'ils viennent d'exécuter? Combien attendent de savoir si nous sommes contents de ce qui vient d'être fait ou si au contraire, nous allons faire la moue? Cette recherche de renforcement est l'inverse de l'éducation, l'inverse de l'auto-évaluation. Elle est une réponse conditionnée à la pédagogie behavioriste. Quand cette logique est poussée à son maximum, l'élève finit par réaliser des efforts pour satisfaire son prof, voire lui faire plaisir, sans investir une once de volonté de s'auto-évaluer, sauf au regard des conséquences prévisibles en matière de renforcement de la part du prof. Le risque est donc aussi éducatif. Un risque en termes de valeurs transmises par un enseignement de ce type. Si votre enfant débarrasse la table du dîner pour vous faire plaisir, pour répondre à ce que vous attendez de lui, pour recevoir un renforcement positif, il apprend à vous obéir, à se conformer, mais il n'apprend rien du partage de la charge mentale, rien de la prise en charge commune des tâches domestiques. Bref, il obéit, mais il n'apprend rien. Un élève qui remplace l'auto-évaluation de ce qu'il fait par une attente des renforcements que vous lui offrez est un élève passif qui exécute ce qu'on lui demande, qui répond à ce qu'on attend de lui, mais qui n'investit pas son apprentissage. Tout au plus apprend-il à être conforme aux attentes. Un apprentissage très éloigné des objectifs de formation d'un musicien. Il n'y a pas de modèle pédagogique qui s'imposerait à nous sans nous interpeller sur le type d'individu et de société que nous voulons construire. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde, mais